Ce podcast se veut très instinctif. Seule la présentation et 2-3 questions sont préparées pour libérer la réflexion et l'échange. Pour que ce moment de conversation reste le plus naturel possible, le montage est très léger pour laisser les silences, les hésitations, les langues qui fourchent, qui en disent autant que les mots. C'est le moment d'ouvrir la porte et de nous installer autour d'un bon thé pour converser et s'écouter. Bienvenue dans les épisodes d'Histoire harmonieuse. Quand j'ai pris contact avec Céline l'année dernière, je ne savais pas exactement ce qui m'attirait vers elle. Assez vite, j'ai compris que nos origines nous rapprochaient, et sûrement d'autres états que je n'ai pas encore explorés totalement. Il y a un mois, j'ai suivi le mantra de Céline, mon intuition. Après plusieurs indices donnés par la vie, j'ai demandé à Céline si elle voulait être mon invitée du podcast pour parler de ses origines et de leurs influences sur ses relations. En écrivant mon invitation à Céline, je me suis rendu compte que nos voix n'étaient pas audibles. Nous, métisses, qui ne sommes ni noires ni blanches, mais noires et blanches. Nous sommes souvent happés d'un côté ou de l'autre, mais devons-nous vraiment faire un choix ? Ce « et », si cher aux yeux de Céline, vient-il de là ? Aujourd'hui, il me tient à cœur d'avoir cette conversation avec Céline, de ses origines à ses relations professionnelles en passant par ses dualités. Métisse, introvertie et charismatique, sensible et puissante, douce et forte, chamane et corporate. Écoutons la magie des relations harmonieuses créées par Céline Bora. Bonjour Céline. Bonjour Fabienne, merci de cette superbe introduction. Avec plaisir. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui, avec plaisir. Comment tu te sens entre deux cultures ? Entre deux clôtures, de résonance, de culture, de culture. Comment je me sens ? Aujourd'hui, je me sens très bien. Ouais. Parce que j'en ai fait ma force, plus que ma force, mon socle. Vraiment, je me sens à la fois assise et debout entre ces deux rives. Mais le chemin fut long, éprouvant, il n'est pas terminé. Et je commence à toucher du doigt ce que ça signifie être dans l'entre-deux, être entre deux, et à quoi ça sert aussi, parce que c'est pas que pour soi, c'est aussi, je pense, pour apporter un certain éclairage et une certaine lumière au monde. Et comment t'as cheminé justement, d'où t'es partie sur cet entre-deux de culture, et où est-ce que tu es arrivée maintenant ? Je suis partie d'une grande colère et frustration quand j'étais petite parce que j'étais pas comme mes copines qui étaient blondes aux yeux bleus ou brunes aux yeux marrons, mais qui avaient une peau claire. Moi, j'ai grandi dans un environnement, en France, dans un village où il n'y avait pas vraiment de multiculturalité, en tout cas en termes de couleur de peau, et donc je comprenais pas. Et puis comme on m'expliquait pas, du coup j'essayais d'aller d'un côté ou de l'autre, et en fait j'ai beaucoup fait la balance comme ça toute ma vie, à chercher du côté blanc puis du côté noir, l'un ou l'autre, à être assez tranchante et excessive, et sans vraiment parvenir à me positionner, parce que des deux côtés il y avait du bien et du pas bien, et puis c'est pas que noir ou blanc en fait, c'est aussi toutes les nuances qu'il y a entre. Et voilà, c'est comme si je cherchais un GPS auquel me raccrocher. Et j'ai fini par comprendre, mais je pense à peu près au moment où j'ai créé mon entreprise, donc à 29 ans, que le seul GPS auquel j'allais pouvoir me raccrocher, c'était le mien. Donc ce que je ressentais, ce que je voyais, ce que je comprenais, ce que je captais en fait du monde, qui était un monde de non-dualité. Alors intérieurement, au fond de moi, au fond de mon âme, de non-dualité, mais tout ce que je voyais à l'extérieur, c'était de la dualité. Donc en fait, le chemin depuis 10 ans, c'est le rassemblement le rapatriement même, je dirais, de ces différentes facettes qui sont bien plus que juste de couleurs, quoi. En fait, ce que tu dis, je suis en train de lire le livre de Barack Obama, Les rêves de mon père. Oui, j'ai lu aussi. Tu l'as lu aussi. Incroyable.
Et alors moi je l'ai pas fini, mais il y a une phrase justement que j'ai lue et j'ai pensé tout de suite à toi. Et dans ce que tu dis, c'est vraiment éclairant. C'est j'ai appris à zigzaguer entre mes mondes, le noir et le blanc, car j'avais compris que chacun d'eux possédait son propre langage, ses propres coutumes et ses propres structures, et m'étais convaincue qu'avec un minimum de traduction de ma part, les deux mondes finiraient par devenir cohérents. Ouais, c'est exactement ça. Exactement. Finirait par devenir cohérent. Je crois que c'est vraiment tout le sujet, c'est ce que j'expérimente là depuis peu. Et il y a un côté apaisant en fait. Mais c'est vraiment je dirais c'est un chemin d'amour et d'acceptation de soi avant tout. Et c'est pas du tout individualiste ou égoïste, parce que je pense que dans l'amour de soi, il y a l'amour de ce qu'on est venu faire dans cette vie. Et je pense qu'on arrive tous avec un capital génétique qui détient déjà les codes de ce qu'on a à traverser et à transformer. Et en l'occurrence, ça m'a permis d'aimer ça me permet d'aimer ce pourquoi je suis venue, avec toutes ces différences en fait. Alors effectivement, il y a la différence de couleur de peau. Donc je vais peut-être préciser que mon père est martiniquais et ma mère métropolitaine, donc cheveux clairs, yeux clairs, peau claire. Et il y a ça, mais il y a également je dirais le fait d'être, depuis toujours, d'avoir conscience d'être entre deux mondes, entre plusieurs mondes, donc un monde visible et un monde non visible. Dans le non visible, je mets ce qui touche au domaine du rêve. Moi, c'est par là que je suis rentrée dans l'invisible, c'est par le rêve, parce que déjà à 4 ans, je disais à ma maman que je n'arrivais pas à dormir la nuit parce que j'étais trop occupée à regarder mes rêves. C'est beau. Et le premier livre que je me suis acheté à 10-11 ans, c'était un dictionnaire des rêves. Donc moi, c'est par cette porte-là que je suis rentrée. Pour moi, le rêve, c'est vraiment... le temps de la nuit, c'est ma deuxième vie. Je dors énormément, mais c'est pas du temps perdu, c'est du temps où mon âme va faire ce qu'elle a à faire dans d'autres sphères. Et elle revient avec de l'information, et je me lève le matin, ça me donne une forme de clarté de ce que j'ai à être, à faire, à dire. Donc voilà, je suis rentrée par le monde du rêve, et j'ai toujours été très sensible à oui, tout ce qui est de l'ordre de l'art, de la poésie, de la création, de l'imaginaire, de toutes ces choses qui ne s'expliquent pas mais qui sont là autour de nous. C'est aussi lié à la nature, aux éléments, au voyage au sens large du terme. Voilà, tout ça, ça m'a toujours habité. J'ai fait des études littéraires, plus créatives, donc il y avait vraiment cette volonté de ramener ce monde-là dans un monde tangible, concret, réel. Et puis, c'est vrai que je me suis heurtée aussi à un monde du travail. Je pense que ça fait partie aussi de ce qui a accentué les dualités, c'est-à-dire un monde du travail où en fait ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu idéalises, ça n'a pas sa place, quoi. Donc il faut répondre aux injonctions, répondre à l'autorité. On te demande de faire quelque chose et tu dois t'exécuter. Ça, pour moi, ça a été épidermiquement impossible, mais je comprends maintenant d'où ça vient aussi, parce que en tant que toutes les deux métisses martiniquaises, mais dans l'histoire, il y a quand même ce poids de l'esclavage et ce refus épidermique de l'autorité, finalement. Voilà. Moi, ça s'est beaucoup traduit dans le monde du travail en tant que salarié, où clairement, non seulement je voulais à tout prix trouver une place, mais on me l'a laissé pas du tout, quoi. Donc un peu à la fois par dépit et par volonté de prendre mon destin en main, j'ai créé mon entreprise, et c'est là où le cours de mon destin a commencé à s'inverser, dans le sens où je me suis rendu compte que plus je faisais avec ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, plus j'acceptais mon côté, ma dimension, on va dire, mystique, magique, métisse, on peut mettre plein de M dedans. Plus j'acceptais tout ça, plus j'acceptais d'être rien d'autre que moi, et plus ça fonctionnait. En fait, plus ça ouvrait des portes, plus ça enfermait aussi, mais finalement il y a cet effet de vase communicant où une porte qui s'ouvre est toujours une porte qui se ferme, et inversement. Et donc ça m'a permis de tracer un sillage qui dure depuis 11 ans maintenant, et où au fur et à mesure du temps, de la reconnaissance que j'ai eu beaucoup de mes clients en fait, c'est beaucoup ça qui m'a fait me conforter dans le fait que tu n'as pas à te dénaturer pour exister, quoi. Voilà. Et justement dans tes relations, est-ce qu'il y a eu
finalement des personnes très différentes qui t'ont accompagné dans ton histoire pour te faire évoluer. Clairement. Et quel type de personnes finalement, est-ce que tu aurais peut-être des choses par rapport à ça qui t'ont fait avancer vers ce que tu es? Je dirais, tu vois, ce qui me vient spontanément, c'est les hommes. Alors que pourtant j'ai été beaucoup en confrontation et en révolte envers la figure de l'homme, avec un grand H, avec un petit H, pendant longtemps. Mais je dirais que mes plus grands mentors et coachs, quelque part, ça a été mes relations avec les hommes, alors que ça a été des relations amoureuses ou pas, mais voilà, je dirais quand même globalement relations amoureuses où j'ai toujours aimé et été aimée par des personnes qui ont exactement vu qui j'étais, au-delà de les façades et les masques que je pouvais mettre pour me camoufler. Donc c'est pour ça que ça a aussi été très confrontant, c'est que j'ai toujours aimé et été aimée par des hommes qui m'ont mise face à ma vérité. Donc inversement aussi. Oui. Moi j'ai été mise face à la leur. Et chemin faisant, en creusant derrière les déceptions, les trahisons, les tristesses, tout ce qu'on peut vivre dans des relations. En creusant, finalement, je me dis, mais j'ai toujours été mise sur le chemin de l'amour inconditionnel. Et ce qui m'a permis de mieux m'aimer, c'est cet amour-là que j'ai reçu, qui, à un moment donné, s'est retiré. Et donc, pour avancer, j'ai dû m'apporter encore plus d'amour. Et oui, et je dirais, en plus, dans ces hommes, il y a eu de toutes les couleurs. Donc, du plus clair au plus foncé. Et je pense que oui, à chaque fois, ça a correspondu aussi à des moments de ma vie où je cherchais plus d'un côté ou plus de l'autre. Et vraiment, et encore aujourd'hui, pour moi, quand on me demande si j'ai des coachs, des mentors, des inspirations, ça se situe plus dans le domaine de la relation business. En tout cas, c'est vraiment là où les relations intimes que je suis capable de créer avec toute mon entièreté. C'est ça qui me fait le plus avancer. Donc effectivement, ça s'exprime là, mais ça s'exprime aussi avec dans ma famille, avec mes amis, puis avec mes clients. Moi, pendant des années, j'ai dit chaque client est une histoire d'amour. Alors, je dis pendant des années, je le dis au passé parce que finalement, il y avait un amour inconditionnel. Pour moi, c'est un peu le critère de base. Pour bosser avec les gens, j'ai besoin de sentir que je peux les aimer. Et qui m'aiment aussi, mais pas au sens admiration ou fascination ou autre, mais plus au sens on sait qu'on a quelque chose à vivre ensemble. Et ça, en fait, c'est la clé de tout mon business. Et très humblement, je sais que c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que c'est une rencontre, ou c'est rien, en fait. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc moi, je ne travaille pas avec des gens qui me disent oui, peut-être, je ne sais pas, je vais réfléchir. C'est un appel des deux côtés, donc c'est oui ou c'est non. Et donc quand c'est oui, c'est des rencontres avec un R majuscule, avec des connexions et des choses qui nous dépassent. Parce que effectivement, la porte d'entrée, c'est de faire une prestation ensemble, mais ce n'est qu'un prétexte à se rencontrer finalement. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi important que je précise ce que je fais un peu plus, ça permettra de comprendre cette notion de relation d'amour. Donc aujourd'hui, je me définis comme chamane corporate. Alors ça paraît fou pour plein de gens, mais c'est assez simple. Chaman, c'est la personne qui a la capacité à être en lien avec le monde de l'invisible, et corporate, c'est le monde pragmatique des affaires. Donc c'est mettre du et dans ces deux dualités. Donc intégrer la dimension intuitive, sensible, magique, mystique, poétique, artistique. Tout ce monde-là dans une entreprise. Donc mes clients sont des chefs d'entreprise, dirigeants, entrepreneurs qui sont déjà ovnis dans leur façon d'être, de travailler, et c'est compliqué pour eux parce que on essaie en permanence de les ramener dans des systèmes et des business models existants, et eux savent du fond de leur trip que c'est surtout pas en rentrant dans des cases préétablies que ça a fonctionné. Donc du coup, ils arrivent à moi au carrefour de ce que je suis profondément et ce qu'on me demande d'être. Et donc ça impacte sur tout, parce que ça impacte sur ce qu'ils vendent, que ce soit du produit ou du service, ça impacte sur ce qu'ils communiquent, sur
sur leur posture, sur le verbal, le non-verbal. Enfin, c'est vraiment une question d'intégrité, encore plus que d'alignement, d'intégrité, je me sens pas totalement intègre avec moi-même et je sens que ça me bloque. Et c'est aussi des personnes qui sentent que c'est pas avec des techniques ou stratégies classiques que ça va mieux fonctionner. Donc on chemine ensemble, en individuel et ou en groupe, justement dans cette exploration intérieure de qui on est, pourquoi on est là, qui on est devenu aussi, parce qu'il y a qui on est quand on crée l'entreprise, il y a qui on devient aussi avec le temps, et c'est important de se mettre à jour sur cette personne en nous qui, au fur et à mesure des expériences, des clients, des épreuves, ce qui arrive de facile et de difficile dans la vie, on se forge quelque chose. Souvent on se forge des carapaces, et donc c'est revenir à sa nature profonde, originelle, d'où le mot chaman. Pour moi c'est vraiment lié à ça, c'est comment se reconnecter à ce qui est là depuis toujours en fait, mais qui est là au fond et qui a été souvent tapi et masqué par plein de choses qui nous empêchent de nous exprimer tel que l'on est. Donc voilà, c'est un retour à sa source. Et donc je le fais faire à travers des voyages intérieurs, sur mesure, en édition limitée, dans le sens où je travaille avec peu de personnes, de façon très qualitative, artisanale, au sens artisanat d'art. Et voilà, il y a toute une scénarisation, dans le sens où j'utilise beaucoup il y a la parole, il y a le silence, il y a la musique, il y a le dessin, les lieux, enfin voilà, j'amène toutes ces dimensions créatives dans la reconnexion à soi, et cette reconnexion à soi permet la reconnexion à sa contribution et à qu'est-ce qu'on est venu faire dans le monde. Donc tout mon business model repose sur sur la qualité et la profondeur relationnelle avec chacun, qui fait que c'est bien plus que... Moi, je me situe pas du tout dans le domaine du coaching, quoi. Enfin, c'est un mot qui résonne pas pour moi. Des fois, on peut l'utiliser par rapport à ce que je fais. Moi, je me situe pas là-dedans. Je me sens pas psy non plus, du tout. Non, c'est vraiment c'est une exploration. Il se trouve, et je pense que, sincèrement, ça fonctionne aussi parce que ce chemin-là, je le fais 24 heures sur 24, en fait. Je donne pas des grandes théories à appliquer, quoi. C'est vraiment... Tout ce que je transmets, c'est du vécu. Des fois, c'est des choses que j'ai pu vivre, des fois, c'est des choses que je suis en train de traverser. Et je vois bien, les clients me le renvoient souvent, que ça les aide beaucoup aussi à modéliser leur propre chemin, de savoir que moi, je suis arrivée nulle part, en fait. Et je suis pas figée à un endroit. Et effectivement, aujourd'hui, je touche du doigt une certaine unité, mais je pense pas que ça signifie que le chemin est terminé, au contraire. Et je pense qu'il y a un devoir de transmission aussi, du coup, par rapport à tout ça, que je me dis souvent, si la vie me donne tout ça à comprendre, à traverser, à transformer, c'est pas pour le garder pour moi, quoi. Alors pour être passé entre tes mains, je sais pas si on doit le dire comme ça. Oui. En tout cas, moi je suis arrivée, je savais pas que j'étais un ovni. Oui. J'avais des sensations que le monde... alors moi en plus, je travaille dans la finance d'entreprise, donc un monde très cartésien et très fermé. Et où l'artistique ne fait pas partie, mis à part dans un tableau Excel où il y a du rose, mais ça n'existe pas. Et c'est comme tu le dis très souvent, c'est vraiment un dépouillement, une découverte, c'est une ouverture, on soulève quelque chose et on voit quelque chose qui apparaît et on se dit waouh, ça c'est à moi, je savais même pas. C'est ça, exactement. Et c'est un voyage intérieur magnifique. Alors en plus, moi je l'ai fait, on sortait du confinement, donc un moment où j'étais plutôt introvertie, puisque confinement on est tout seul, on a du temps pour soi, pour réfléchir sur soi. Et tu m'as permis de faire un autre voyage intérieur sans pouvoir vraiment voyager à l'extérieur. Donc c'était pour moi pile poil au bon moment. Et cette découverte et ce voyage, on commence avec toi et je crois qu'on ne finit jamais. Ah non, on finit jamais.
Je sais, tu me le dis à chaque fois. Oui, et puis, de toute façon, je pense que le processus était amorcé déjà aussi avant. C'est vrai que je travaille avec des personnes qui sont déjà prêtes à recevoir ça, c'est-à-dire qu'elles ont déjà défriché le terrain avant. Et effectivement, c'était sur une durée temporelle de 4 mois. Donc c'était je peux préciser peut-être, le groupe Résonance, donc un format que j'ai créé il y a 1 an, justement pendant le premier confinement. Donc je me suis dit, là il y a besoin de rendre accessible beaucoup plus toutes ces notions-là, parce que on est paumé là avec tout ce qui se passe, en pleine incertitude. Et moi, la vie m'a appris à de nombreuses reprises que quand t'as plus aucun repère à l'extérieur, c'est en toi qu'il faut aller chercher. Donc on a le GPS, on a la cartographie, on a tout en nous, mais sauf que c'est camouflé, c'est enfoui au plus profond, comme dans un coffre-fort. Et je pense encore plus quand on a la responsabilité d'une entreprise. Et ça demande de bien se connaître et de pouvoir naviguer avec ses propres codes, quoi, avec ses propres flux. Et donc oui, j'ai créé ce format qui, on en parlait juste avant, mais qui c'est incroyable, quoi, tout ce que ça permet, ça ouvre. J'en suis à la 4e édition là, donc toi tu as participé à la 2e qui était de septembre à décembre. Ouais. Et c'est vrai, voilà, c'est des groupes entre 4 et 6 personnes à chaque fois, avec des temps individuels, enfin des temps collectifs surtout, et des temps individuels. Et c'est tout un voyage que j'ai construit autour de la reconnexion à sa matrice, à son ADN, et donc à la création de valeur que l'on permet grâce à ça, la mémoire du futur. Enfin, en fait, c'était beaucoup de thèmes que j'abordais avant de façon un peu annexe. Et là, je me suis dit, allez, je mets tout au centre. Et ça correspond aussi à mon mouvement intérieur de 2020, où dans mon entreprise, je me suis retrouvée pour la première fois, après 3 ans, avoir travaillé avec une équipe, avoir des gens avec moi, des personnes avec qui on a fait plein de choses géniales. Mais à un moment donné, ce système-là a dû s'arrêter, juste avant le premier confinement. Et donc, je me suis retrouvée toute seule, à poil, dépouillée avec mon entreprise et 10 ans de ce que j'avais construit. Et je me suis dit, ok, c'est quoi qui est important pour moi aujourd'hui à amener, à transmettre. Et c'est finalement tout ça est lié beaucoup à l'expérience du vide créateur. Donc aussi un thème dont on parle beaucoup, mais le vide créateur, donc c'est ce fameux vide où a priori il n'y a plus rien, et c'est là qu'il y a tout, qui est en émergence. Moi j'ai été amenée à le traverser à de nombreuses reprises en 10 ans, et je sais que la force de mon business model, c'est aussi que j'ai pas peur du vide créateur. Donc je me suis retrouvée à poil début 2020, et j'ai créé entre autres Résonance, et ça fonctionne super bien parce que moi je suis en plein dedans aussi, et que je dis toujours, c'est pas moi la sachante et vous les apprenantes, on est toutes ensemble dans le même wagon. Et voilà, moi j'ai des clés, des grilles de lecture, mais je fais le processus aussi à part entière, je le vis et je le partage. Et je pense que ça c'est un côté décomplexant aussi je suis pas plus arrivée que vous, quoi. Oui, c'est très décomplexant, et moi qui allait dans ce domaine-là pour la première fois et qui était un peu effrayée, quand même, faut dire les choses, c'est rassurant en fait de voir que tu es avec nous et pas à côté de nous, tu es vraiment avec nous pour vivre ce cheminement, et ce qui est fort, c'est ta disponibilité pendant ces moments où on vacille, où on se sent pas bien, où on se découvre, et tu as souvent, presque tout le temps, le mot juste pour dire n'aie pas peur. Ça fait partie du process. Voilà. J'allais dire aie confiance. Ouais. et trust the process. Ouais. Et on se laisse aller malgré toutes nos peurs. C'est assez. Moi, j'ai été assez surprise de ma possibilité de lâcher prise. Oui, parce que l'énergie du groupe fait aussi que. Oui. Parce que c'est aussi une des composantes de mon travail d'artisanat d'art, parce que je le vois vraiment comme ça, c'est que tout repose sur comment je pourrais dire ça de façon entendable, sur la puissance vibratoire que je mets en amont de ça. C'est-à-dire que les personnes qui rejoignent ces groupes, pour moi c'est un casting de l'univers, parce que
Le hasard fait qu'on est toutes réunies à cet instant-là de notre trajectoire. Mais dans ce hasard, moi, je dis oui ou non, déjà. Donc, il y a des personnes qui postulent, entre guillemets. C'est ça, en fait. On me contacte, on a envie de travailler avec moi, mais moi, est-ce que j'ai envie de travailler avec la personne? Est-ce que je sens qu'elle est prête? Est-ce que je sens qu'elle peut? Il y a tout ça. Donc, je dis oui ou non. Donc, il se trouve qu'il y a déjà cette présélection, et je dis oui ou non toujours sur des critères que les personnes ne viennent pas là juste parce que c'est inspirant, c'est sympa, il y a de la lumière, ça brille et tout, mais qu'elles soient prêtes à traverser leurs ombres, quoi. Ça, je le sens très fort tout de suite. Si elles sont là juste par papillonnement, aussi, elles sont prêtes à rentrer en profondeur. Donc, il y a déjà le choix de qui, à quel moment. Donc, c'est un appel réciproque. Et il y a tout ce qui est en amont de la première session, qui fait aussi qu'on arrive en confiance et on peut s'ouvrir pleinement dans son authenticité, parce que c'est des sessions qui sont courtes, qui durent 2 heures. Donc ça veut dire qu'il faut qu'en 2 heures, vous en retiriez le maximum de choses. Et comme on va tout de suite au cœur de l'intime, il faut qu'il y ait une confiance et une sécurité qui soit créée en amont. Et ça se crée parce qu'il y a un travail préparatoire à faire en amont, parce qu'il y a une façon que ce soit par mail ou dans les groupes WhatsApp que je crée, une façon d'amener le sujet qui fait que on peut s'ouvrir. Et vraiment, cette question de confiance et sécurité. Et ça, c'est un vrai travail, un tissage, on va dire, vibratoire, qui fait que le premier jour où on démarre, tout le monde est vraiment prêt. C'est pas... je viens regarder ce qui se passe, quoi. Je viens vivre le truc pleinement, je plonge dedans, je saute dedans, et il n'y a pas de retour arrière possible, quoi. Et ça tient déjà aux personnes qui sont prêtes à vivre ça, mais ça tient aussi beaucoup à tout ce que je peux communiquer, en fait, parce que moi je démarche pas, quoi, je prospecte pas, donc je me fais connaître par... j'ai eu un blog pendant longtemps, j'ai écrit 2 livres, coécrit 2 livres, j'ai fait une conférence TEDx, j'ai réalisé et produit un film, un podcast, un voyage digital, et en fait c'est tout ça, c'est tous ces contenus qui font que ça prépare les gens, en fait, à quand ils me contactent. Ils savent pas trop quoi ni comment, par contre ils savent pourquoi. Et tout ça, c'est un travail, c'est une préparation vibratoire en amont, qui fait que même si rationnellement on sait pas trop ce qui se passe, intuitivement on sent que c'est là, que c'est le moment, que c'est avec moi. Et tout repose sur ça, en fait. Donc c'est des raisons très invisibles, mais elles font tourner mon entreprise depuis 11 ans. Et je me dis toujours, mais si ça continue, que ça marche grâce à tout ça, je me dois de le transmettre. Voilà. Donc c'est un cercle vertueux qui s'alimente en permanence, mais la condition sine qua non, c'est que moi je fasse le chemin, quoi. Donc c'est pas de la théorie ce que je transmets, c'est vraiment toujours pleinement du vécu incarné, passé sous ma chair et ressorti de ma chair, quoi. Alors, tu as parlé de ton voyage digital. Oui. Et auquel tu as participé. Oui, j'ai participé. Et on peut toujours y avoir accès tout là, à sur fait. Internet. Oui, sur mon site. Tu donneras le lien. Oui, je mettrai le sur lien. Mon site, il y a tout. Ouais. Il y a tous mes accès, quoi. Donc, entre autres, le voyage digital qui s'appelle 39 décembre. Oui, alors magnifique voyage et magnifique livre digital, s'il en est. Et si on revient à ses origines, dans ce livre digital, tu parles beaucoup de la Californie. Oui. Qui est, dans ce livre, dans ce voyage, tu dis que c'est même un retour à tes origines. Oui. Et alors, je serais très curieuse de comprendre le lien avec tes origines que tu as avec la Californie. Ouais. Ah oui, c'est très bonne question. Alors, je vais peut-être juste préciser, le voyage digital, en fait, c'est le 3e livre que j'ai écrit, donc le premier que j'ai écrit seul, pendant le premier confinement l'année dernière, sur lequel j'ai pris la décision de ne pas l'éditer de façon classique, mais d'en faire un voyage digital, donc d'en faire un livre en ligne, mais j'avais pas envie que ce soit juste des mots, parce que moi, quand je l'ai écrit, il y avait tellement de photos, de sons, de musique, de couleurs, de plein de choses qui étaient en moi. Je me suis dit, c'est vraiment dommage que ce soit qu'un PDF. Donc j'en ai fait un voyage digital qui est effectivement un site dans mon site,
dans lequel il y a 11 chapitres, et c'est 11 escales, où je raconte en fait mon parcours depuis le TEDx qui a eu lieu fin 2017, jusqu'au premier confinement, et qui a été vraiment toute la déconstruction de mes certitudes. Et au-delà du récit intimiste, j'ai essayé d'en faire quelque chose d'universel, où finalement c'est la quête de soi, l'acceptation de soi, l'amour de soi, pourquoi on est là, et tout ce que la vie m'a donné à vivre depuis ce TEDx, qui aurait pu être un point culminant et qui n'a été finalement qu'une porte d'entrée gigantesque sur encore d'autres mondes. Et j'avais envie de partager tout ça, et donc le voyage est sorti le 11 novembre, donc publié du 11 novembre au 11 décembre, donc qui est toujours en ligne à l'heure actuelle, et il y a eu une centaine de personnes qui l'ont rejoint, et dont, ce que j'ai trouvé génial, les 3/4 des personnes que je ne connaissais pas du tout. C'est beau. Donc effectivement, il y avait quelques proches, quelques clients, mais la majorité étaient des gens que je ne connaissais pas. Et j'ai eu beaucoup de retours pendant, alors moins depuis parce que ça s'est terminé en décembre, mais c'est vrai que c'était une vraie mise à nu pour moi à tous les niveaux. Et donc je parle notamment de ce voyage en Californie, donc quelques mois après le TEDx, qui a été le point de bascule de... je ne vais pas avoir d'autre choix que d'embrasser ce que la vie a préparé pour moi, et c'est finalement bien plus grand que ce que j'avais prévu. Et en fait, mon premier voyage aux États-Unis, mon deuxième voyage aux États-Unis, à l'âge de 15 ans, donc j'ai passé tous mes étés entre 14 et 19 ans aux États-Unis, grâce à mes parents qui m'ont offert des séjours linguistiques. La condition, c'était que je travaille très bien. Donc, j'étais une très bonne élève, et surtout en anglais, j'adorais l'anglais, c'était mon évasion, quoi. Donc mon objectif, c'était d'avoir toujours au minimum 18,5 de moyenne. Donc voilà, comme je travaillais très bien, c'était ma récompense. Et donc le deuxième été que j'ai passé, c'était en Californie, et j'ai été reçue dans une famille de Mormons, donc à l'opposé de tout ce que je suis. Et puis alors, des blonds aux yeux bleus hyper religieux, hyper... tout est très classé, normé, codifié dans cette culture. Et des gens qui m'ont accueillie, mais totalement pour ce que j'étais, dans ce que j'étais. En plus, à l'époque, j'étais dans une phase rebelle, donc je m'habillais en fluo, avec des tenues très provocantes. On me voyait de loin, quoi. Et ils m'ont accueillie totalement, pour ce que j'étais, pour mes différences, et ils m'ont aimée, pleinement. Et donc ça a été une grande histoire d'amour, et c'est vrai que le retour a été très difficile à la réalité, parce que j'ai l'impression d'avoir laissé une partie de moi là-bas, que je suis venue récupérer 22 ans après, donc en 2018. Et donc je dis c'était mon deuxième voyage aux États-Unis, parce que le premier c'était dans la région de Boston, donc un an avant, j'avais 14 ans, et le premier endroit où la famille d'accueil m'a emmenée quand je suis arrivée, c'était une réserve d'Indiens. Et j'ai jamais compris pourquoi j'ai atterri là-bas, parce que j'étais pas du tout dans ce trip-là, mais je pense que c'était une guidance déjà à l'époque, et aujourd'hui je comprends tout ce que ça signifie, ça représente. Donc la réserve d'Indiens, la Californie, la Martinique, et c'est vrai que en étant en Californie comme en Martinique, puisque j'y étais là récemment, puis j'y suis pas mal allée dans mon existence, pour moi il y a beaucoup de points communs entre ces deux terres. Et le premier, c'est la lumière. Il y a une lumière très particulière en Californie, en Martinique, qui donne non seulement des photos superbes, donc c'est pas juste les endroits qui sont beaux, c'est l'éclat de la lumière, et cet éclat, je trouve qu'il se réverbère sur les personnes, et donc je trouve qu'il y a une énergie très vivante dans ces deux endroits, qui du coup moi me parle, et qui fait que je me sens en appartenance avec ces deux terres, quoi. Est-ce que finalement la Californie, c'est pas l'entre-deux entre tes parents et entre ton père et ta mère? Est-ce que tu le retrouves pas finalement en Californie, et notamment avec ta famille d'accueil blond, et avec la lumière? Oui, certainement. Il y a quelque chose, cet ordre-là. Et en plus, quand j'y étais en 2018, j'ai emmené ma fille, donc j'ai une fille qui a 12 ans, donc elle avait 9 ans. Et pour moi, c'était vraiment avec l'envie de lui transmettre tout ce que j'ai vécu vibratoirement à l'âge de 15 ans. En fait,
c'est ce voyage là 22 ans après qui m'a fait prendre conscience que mon entreprise a pris racine à 15 ans là-bas. Voilà, cette liberté d'être soi que j'ai vécue pleinement, et bah, ça a été le point de départ finalement de ce que j'ai créé 15 ans après, quoi. Voilà, et donc j'avais envie que ma fille se connecte à ça, même si c'est pas dans les mots, c'est pas dans les concepts, c'est pas dans la théorie, mais juste que bah, elle ait ça dans son capital intérieur, quoi. Et puis on parlait donc de la Martinique, qui est allée récemment. Oui, tout récemment, au mois de février, j'ai passé un mois. Le hasard de la vie a fait que j'ai passé un mois, parce que c'était pas prévu comme tel. Mais... Et alors, attends que je retrouve. Quand tu es revenue, tu as écrit quelque chose qui m'a interpellée, tu te doutes bien. Oui. C'est « En m'imprégnant de mon environnement et sans avoir à réfléchir derrière un écran, j'ai pu créer des liens plus profonds avec mes clients, facturer avec plus de fluidité et préparer le contenu de mes 3 prochains groupes qui démarrent ce mois-ci. Le collectif Le Beau à l'œuvre, l'espace membre et résonance. » Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a permis de vivre tout ça? Alors, ces lignes-là que j'ai écrites à mon retour, c'est un post que j'ai fait sur LinkedIn, où j'avais envie de partager ce que j'avais vécu en Martinique, mais pas d'un point de vue touristique, parce que j'y ai travaillé là-bas. Donc je suis partie un mois, j'ai fait 2 semaines d'école à la maison avec ma fille, et puis moi j'ai travaillé aussi pendant ce temps-là. Et après il y a eu du temps plus off, mais en tout cas c'était la première fois que je combinais finalement mon activité à distance, et puis le retour sur ma terre natale. Et donc j'avais envie de partager ça sur LinkedIn, donc qui est un réseau pro. Et c'est vrai que à cet endroit-là précisément, il y a souvent des choses que je me suis interdite de publier en me disant mais ça n'est pas assez pro. Sauf qu'à chaque fois que je m'autorise à les publier, et ben c'est ceux qui ont le plus de résonance. Donc j'ai eu énormément de likes, de commentaires, de retours sur ce post, parce que j'y ai mis vraiment mon vécu, tout simplement. Et puis quelques photos aussi de là-bas. Et c'est vrai qu'il y a une fluidité encore plus grande qui s'est créée en travaillant de là-bas, et ça tient à quelque chose de très simple finalement, qui est que quand tu fais un zoom et que tu as en arrière-plan le décor de la Martinique, forcément tu expliques pourquoi tu es là et qui tu es et qu'est-ce que tu y vis et qu'est-ce que ça t'apporte. Enfin, du coup, j'ai toujours démarré mes conversations là-dessus, et donc ça ouvre un champ quelque part d'autorisation aussi en face, où j'ai eu des conversations avec des clients où le sujet des origines et des racines est venu directement en top 1 des sujets, alors que c'était pas du tout recherché. Mais je me rends compte que à chaque fois que je m'autorise à m'exprimer sur un sujet pas commun, on va dire, ça donne des autorisations à d'autres. Donc c'est vrai que ça a créé des liens assez incroyables avec mes clients. Et puis c'est vrai que j'ai vécu une expérience là-bas que j'ai pas mal partagée en off, puisque j'ai participé au carnaval en off, vu qu'il n'y avait pas de carnaval officiel cette année. Mais pour moi, ça a été un moment vraiment dingue de reconnexion. Et donc je l'ai partagé à plusieurs personnes, dont vous, dans le groupe Résonance. Pourtant, entre guillemets, on ne travaillait plus ensemble depuis quelques temps, mais j'avais envie de vous le partager, et aussi de vous partager c'est quoi le carnaval en Martinique, pourquoi on le célèbre, ce que ça signifie. Et j'ai vu aussi que ça déclenchait des choses chez vous, chez toi. Donc ce post au retour, et c'est comme si le fait d'être vraiment j'étais déjà dans mon axe avant, je pense, mais on passe sa vie à avancer dans son axe. En tout cas, d'être au bon endroit, au bon moment, dans mes racines, et ça a ouvert ce sujet-là, qui fait que aujourd'hui on me sollicite pour ça, notamment ce podcast, et puis d'autres choses à venir où on me demande de m'exprimer sur ça, et je trouve ça super. Et en fait, avant c'était là, mais j'avais pas les mots à mettre dessus. Donc j'avais les sensations, le ressenti, pas mal de choses autour desquelles je tournais, mais j'avais pas les mots. Et donc le fait de mettre des mots, ça crée de la conscience, et ça crée du lien, forcément. Voilà, donc relation plus profonde, parce que c'est
ouais, encore une fois, c'est une question d'autorisation et de permettre à l'autre d'exister dans tout ce qu'il est. Et quel que soit l'endroit d'où on vient, c'est toujours un sujet qui est compliqué, quoi. Voilà, donc en tout cas pour moi, il y a une forme de paix qui s'est installée, alors qui tient aussi à des éléments plus personnels, mais qui sont notamment un travail généalogique que mon père a fait ces dernières années pour nous restituer notre héritage, en fait, quelque part. Donc ça, c'est vrai que ça a préparé le terrain. Plus, oui, le fait en conscience de me dire, je viens d'une lignée d'hommes et de femmes, et notamment de femmes qui ont beaucoup souffert, souffert tout court, mais souffert aussi de l'absence de l'homme et de devoir se démerder toute seule dans leur vie. Moi, j'ai beaucoup été sur ce mode-là pendant des années, je fais tout toute seule et ça fonctionne mieux comme ça, et je sais ce que j'ai à faire et que personne vienne m'emmerder, que personne ne vienne me dicter. Oui. Ce que j'ai à faire. Et puis, c'est un mode survie et ça fonctionne très bien. Il faut le dire aussi, la survie, ça aide à se construire. Mais on se construit contre quelque chose. Mais ça protège aussi une certaine forme de vulnérabilité. Et puis j'ai compris que ce système-là, je pouvais l'ouvrir et que ça n'allait pas créer de danger, en fait, ou de risque. Voilà. Donc petit à petit, je descends dans ma vulnérabilité, j'ouvre, j'accepte qu'il y ait d'autres personnes qui viennent s'inscrire à mes côtés, et notamment des hommes, et notamment un homme, et tout ça, ça fait que il n'y a pas de danger ou de risque à être soi-même. Donc en le vivant pour moi, je l'ouvre pour d'autres, quoi. Donc le chemin est sans fin, puisque c'est à chaque couche, en fait, il y en a une autre qui vient, mais là je pense que j'ai quand même touché comme c'était la substantifique moelle de tout le problème qui a été enfin tout ce qui a été un problème dans ma vie à un moment donné et qui devient une résolution aujourd'hui. C'est marrant parce que quand tu parlais, ça m'a fait penser à... J'ai regardé Voyage en terre inconnue, mais c'est en France, alors ça s'appelle plus comme ça maintenant, cette semaine. Et il y avait un Basque qui disait qu'il s'est reconnecté en fait à ses origines basques en apprenant la langue. Oui. Et ça m'a fait beaucoup penser. Alors moi, je connais pas du tout le créole parce que ma mère ne parlait pas créole à la maison. Elle n'avait pas le droit quand elle était petite, donc elle n'a pas l'habitude de parler créole. Et donc, je connais pas du tout. Je sais pas si toi, tu parles créole. Et est-ce que, du coup, en étant un mois là-bas, est-ce que du coup, tu as eu une reconnexion avec cette langue? Est-ce que tu as eu envie d'apprendre justement cette langue et quelle a été cette relation, toi, avec la langue? Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça ramène à une autre forme d'origine qui est ma fille. Ma fille a un papa qui est décédé aujourd'hui, mais qui était camerounais et qui lui parlait le dialecte. Il ne lui parlait que ça. Et moi, je ne comprenais pas. Ça m'agaçait par moments, mais en même temps, c'était important qu'elle ait ça en elle. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de comprendre ce qu'ils disaient, que dans l'intonation, dans le ton, dans la vibration, je comprenais. Bon, aujourd'hui, elle ne le parle pas, mais elle le comprend toujours. D'accord. Je pense que c'est un peu la même chose avec le créole, c'est-à-dire que je ne le comprends pas, je n'ai pas forcément envie de l'apprendre, mais à un autre niveau, je capte la vibration, et surtout, il y a un rythme dans cette langue que j'adore, un rythme très enveloppant, en fait, très contenant, enveloppant. Et en fait, juste ça me suffit, en tout cas pour aujourd'hui, pour me sentir justement enveloppée et contenue dans mon origine. Donc, ouais, c'est assez intéressant parce que là, ça me fait pas ça avec beaucoup de langues étrangères, mais il se trouve que avec le créole, tout comme le dialecte du Cameroun, il y a ça. Je n'ai pas besoin de comprendre, je sais ce que ça signifie. C'est drôle que tu parles de ça, parce que ça me fait la même chose avec la langue des signes. Ouais. Et pareil, alors, j'apprends depuis le mois de septembre la langue des signes. C'est quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps. Et par moments, j'ai cette sensation-là d'être enveloppée, justement, comme tu expliques. Merci d'avoir trouvé les mots, je ne savais pas comment l'exprimer.
où tu te sens, tu comprends, tu sais pas pourquoi tu comprends, et parce que c'est juste là et que c'est juste normal, quoi. C'est comme si tu étais vraiment en connexion. Donc, merci de m'avoir éclairée. Avec plaisir. On a terminé notre conversation. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi de me donner cette opportunité de m'exprimer sur un sujet qui était sous-jacent auparavant. J'ai une dernière question. Oui. Ceci dit, si je devais inviter quelqu'un à ta place, qui t'aurais envie d'entendre parler de ces histoires harmonieuses? C'est un couple qui me vient, Barack et Michelle Obama. Ah, waouh. Merci Céline. C'est ce qui me vient spontanément. Je sais pas, moi je sens un couple. Un couple. Ça peut être intéressant aussi d'avoir peut-être un couple qui travaille ensemble, qui œuvre ensemble, d'avoir les deux sons de cloche sur ces sujets, quoi. Alors, ça me vient comme ça. Si un jour tu as Barack et Michel qui ont envie de venir, je te propose de les interviewer toi. D'accord. Écoute, on a mis l'intention. Ouais. Il n'y a plus qu'à faire. Tout à fait. Merci beaucoup, Céline. Merci Fabienne. À bientôt. À bientôt.